Je vous demande de vous arrêter. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Je vous demande de vous arrêter. On n'est pas fâchés. Et si on arrêtait de s'engueuler? Bah, pourquoi faire? Bah, pour se parler. Pour se parler. Parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Craspec Music pour la première et la nouvelle émission de Radio Anthropocène. On n'est pas fâchés. Alors, loin des commentaires haineux sur X, des embrouilles en repas de famille, des contre-soirées entre potes qui ne se comprennent plus, on n'est pas fâchés, c'est une émission radio en public et un événement musical. L'objectif, c'est de rassembler des bulles qui ne se croisent pas assez. C'est d'accepter des voix dissonantes sans tomber dans la discussion de comptoir. Scientifiques, politiques, artistes se rencontrent pour réfléchir, échanger et partager des expériences sur des grandes thématiques de société. Cette émission est portée par Eliane Delacote, journaliste à Rue 89 Lyon, absent ce soir mais qui nous écoute sûrement en direct et qu'on salue. Florian Fontpéry, journaliste à Radio Anthropocène. Salut Florian. Salut Camille, bonjour à toutes et à tous. Ici Camille Viguier, journaliste musicale indépendante. Et donc on va passer 1h30 toutes et tous ensemble pour discuter autour d'un thème, celui de la nostalgie. Et l'émission sera suivie du concert de l'une de nos invitées, Lison, à partir de 21h. Peut-être un peu plus parce qu'on est un peu en retard. L'hiver est à nos portes, la fin d'année approche, parfois angoissante, parfois excitante, l'époque idéale pour se réfugier en nostalgie. À l'heure des bilans plus ou moins glorieux, des petites réussites aux grandes déceptions, la nostalgie, c'est avant tout se souvenir. Il est question de temps et d'espace, de leur éloignement. Sentiment de regret d'un temps perdu, quelque peu mélancolique, souvent envahissant, éclat du passé qui s'invite dans le présent, jour révolu, de rires évanouis et d'instants suspendus, gravés dans une mémoire qui parfois l'embellit. C'est joli quand on y pense, que chaque moment, même lointain, continue de vivre en nous. Alors pour affronter cette émotion plutôt déconcertante, on a la chance d'avoir avec nous 3 personnes passionnantes, à commencer par Anaïs Belloissa-Chérifi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée de la première circonscription du Rhône, élue en juillet dernier sous la bannière Nouveau Front Populaire, LFI. Avant, vous avez été secrétaire général de la campagne présidentielle de 2022 de Jean-Luc Mélenchon et vous êtes engagé dans le mouvement MeToo à Lyon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Juste à côté de toi, Lison, tu es une artiste musicale inclassable avec un univers très spécifique et onirique, ambiance un petit peu lunaire. Tu mêles des genres comme le cloud rap, le R&B, les musiques électroniques et on sent des influences diverses comme notamment l'emo trap dans le genre Lil Peep ou encore électro-mélancolique à la sauce Maud Jeffrey, si jamais les gens veulent écouter. Également illustratrice, ta direction artistique est hyper maîtrisée et fait partie intégrante du projet musical. Ce soir, dès 21h à peu près, on a dit, tu vas nous proposer une performance live, concept intimiste sous la forme de sessions d'écoute de morceaux inédits, pas encore sortis. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Comment ça va ce soir? Ça va super bien. Et enfin, Emmanuel Venet. Donc on va se tutoyer. Je suis désolé, j'ai vouvoyé Anaïs, mais on a dit qu'on se tutoyait sur le plateau ce soir. Donc Emmanuel Venet, tu es médecin psychiatre. Tu as exercé donc en milieu hospitalier durant toute ta carrière professionnelle. En parallèle, tu es également auteur. Tu as publié des livres de littérature qui sont d'ailleurs plus ou moins inspiré par ton travail clinique. Le dernier ouvrage en date, paru en 2024, s'intitule Contre-feu chez Verdier. Et donc, tu as également publié un court ouvrage intitulé Manifeste pour une psychiatrie artisanale, sur lequel on aura l'occasion de revenir. Donc, merci beaucoup. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir. Mais avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait envie de vous demander qu'est-ce que la nostalgie pour vous? Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table de cette notion? Anaïs? Je pourrais dire que la nostalgie, c'est un sentiment de c'était mieux avant, avec, pour ma part, un retour en enfance auprès de la famille, surtout dans ces périodes un peu de fêtes de fin d'année. Et c'est un sentiment qui doit guider un peu notre action quotidienne, puisque la nostalgie, ça permet de ne pas oublier. Belle définition. Lison, ton travail est beaucoup axé autour de la nostalgie. Qu'est-ce que ça représente pour toi, globalement? Pour moi, ça peut être un moteur, mais parfois, ça peut être aussi un frein, parce que tu peux rester bloqué dans le passé, beaucoup. Moi, j'ai tendance à être beaucoup nostalgique et des fois, il faut savoir vivre avec son temps, donc il faut savoir maîtriser un peu l'équilibre de ce que ça comporte.
Et pour toi, Emmanuel, au niveau vraiment personnel, qu'est-ce que ça évoque ? Moi, je fais écho à Lison. Je fais une distinction entre la nostalgie et le nostalgisme. Le nostalgisme, ça me paraît être une position de principe qui dit que c'était mieux avant, forcément, alors qu'en fait, ça change et puis qu'on est dans son époque et qu'on est bien obligé d'y être. Donc le nostalgisme, je le vois plutôt avec une connotation négative, et la nostalgie comme ce sentiment délicieux de pouvoir se plonger dans son passé, s'ébattre dans ses souvenirs d'enfance, d'adolescence, etc., dans des musiques. C'est un sentiment qui est presque proustien, la réminiscence et compagnie. Et justement, Emmanuel Venet, comment est-ce qu'on explique le pourquoi de notre mémoire qui déforme ce passé pour le rendre plus agréable que ce qu'il n'était réellement souvent ? Je crois que tout notre travail psychique vise à essayer de nous débarrasser de ce qui nous encombre. Et en particulier, quand on se remémore des situations passées, on a tendance à gommer tout ce qui est pas beau dans le tableau et à enjoliver les choses. Effectivement, donc, à ne retenir que les bons côtés. Lison, toi tu utilises donc beaucoup la nostalgie dans tes créations. Comment tu redonnes vie à des éléments oubliés du passé ? Toi, dans ta démarche artistique, comment tu l'utilises concrètement en fait, pour écrire, pour composer, pour chanter ? Je pense que ça passe beaucoup par des sons, des gammes particulières qui peuvent... on parle de mineur en musique. Tout ce qui est mineur, c'est quelque chose de très mélancolique, qui peut évoquer un peu la tristesse, justement le rapport au passé. Moi, je suis beaucoup là-dedans. Je crois que j'ai vraiment la majorité de mes chansons qui sont en mineur. Mais j'ai l'impression que c'est une fréquence qui parle un peu à tout le monde, parce que ça peut évoquer plusieurs choses différentes, que ce soit quelque chose d'agréable ou quelque chose de plus deep. Et je pense que la majorité de mon travail est construit là-dessus. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément musiciens ou musiciennes dans la pièce, ça veut dire quoi, du coup, une sonorité mineure ? Est-ce que tu pourrais un petit peu la décrire ? C'est compliqué, ouais. C'est certaines gammes, en fait, certaines notes qu'on utilise qui transmettent une énergie, comme je disais, un peu plus triste ou mélancolique. Et toutes les chansons un petit peu plus dansantes, happy, ça va être d'autres notes, ça va être le majeur. Voilà. Si je grossis, c'est un peu la musique en gros. Anaïs, pour toi, ton engagement politique, il a un ancrage nostalgique ou pas ? On s'est demandé. Tout à fait. En fait, je pense que mon engagement, c'est une caisse de résonance de ce que je suis, de ce que j'ai été, d'où je viens. Et je pense que mon histoire, c'est la raison pour laquelle je me suis engagée, en fait. Parce que je ne pouvais plus tolérer l'injustice sociale, la rupture d'égalité, et ça a toujours été en tout cas ma ligne, celle de faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement. Et en fait, par exemple, ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait toujours « Non mais toi, tu défends toujours la veuve et l'orphelin », parce que l'injustice me mettait dans une forme de colère. Et je pense que c'est ce qui me constitue et c'est ce qui a toujours guidé mon action. Et donc, des fois, ça a une dimension, bien sûr, sacrificielle. Et c'est en ça qu'on pourrait être un peu nostalgique dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous êtes élu député, je suis un peu nostalgique de la vie que j'avais avant. Par exemple, mon mari il me dit « t'es moins marrante, en fait ». Donc, voilà, il faut composer avec ce que vous êtes et où vous voulez aller. Emmanuel Venet, justement, on se posait la question aussi de savoir s'il y avait des générations qui étaient plus nostalgiques que d'autres. Est-ce que la génération qu'on vit aujourd'hui, les jeunes de nos jours, sont plus nostalgiques que les jeunes de mes jours ou des vôtres Je sais pas si t'es encore jeune, Florian. Non, justement. C'est pour ça les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de mes jours à moi. Moi, en tout cas, je le suis encore. Voilà. Ça me rassure, du coup. Je crois pas, j'ai pas une autorité absolue pour parler de ça, mais je me fonderais sur un film très drôle de Woody Allen, un peu raté, mais quand même marrant. C'était Minuit à Paris, je sais pas si vous vous souvenez. C'est bien dans celui-là qui revient dans le passé et qui retrouve des gens des années 20, Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, etc., Hemingway. Et puis, à un moment, les gens des années 20 se disent nostalgiques des années 1880, 90. Je pense qu'il y a toujours eu quelque chose comme ça. Avant, c'était mieux.
me paraît être une sorte d'invariant culturel. Malgré le fait qu'aujourd'hui, on le voit quand même un petit peu, on est dans une société qui peut être considérée comme en perte de repères, notamment dû à une série de grands bouleversements, aussi bien technologiques que politiques, même environnementaux. Ça influe pas sur peut-être un sentiment de nostalgie et de c'était mieux avant, parce qu'il y avait peut-être moins de bouleversements dans l'air du temps. Il y a 30 ans, on se posait moins ce genre de questions, peut-être. Je ne sais pas si l'un de vous trois a envie de répondre. Moi, je pense que c'est une construction sociale. Ouais. Que la nostalgie, elle est utilisée de différentes manières pour moi. Il y a par exemple, quand vous faites un discours politique et vous utilisez la nostalgie pour toucher le vécu des gens, certains utilisent la nostalgie de c'était mieux avant et de l'entre-soi, par exemple l'extrême droite dans leur discours quand ils disent le moi-je, ou il faut revenir à une identité, il faut revenir en arrière. Donc en fait, pour moi, la nostalgie, elle peut être utilisée de différentes manières et à différents niveaux. Ça peut être le conservatisme, tout simplement. Ça peut servir. Oui, je pense que ça peut servir ça dépend de quelle manière vous utilisez la nostalgie, en fait. Soit c'est pour provoquer une émotion, pour faire en sorte que votre discours soit plus percutant. Par exemple, je sais que nous, à gauche, on utilise souvent le vécu pour resituer en fait l'objet politique et pour toucher les gens dans le discours. Et je parlais par exemple de l'extrême droite qui effectivement utilise la nostalgie un peu conservatrice. Oui, de toute façon, notre rapport au passé, c'est aussi la façon dont on construit notre vision du monde, forcément. Donc la nostalgie est en fait partout dans notre construction sociale, comme tu le disais si bien. Comment, pour revenir sur quelque chose de peut-être plus intime de votre côté, comment est-ce que chacun d'entre vous l'envisagez, le passé ? Est-ce que sur votre quotidien, vous pensez que ça a un impact ? Peut-être, Lison, c'est une question pour toi. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on peut vraiment se servir du passé de façon positive pour apprendre de ses erreurs, pour évoluer, pour s'élever. Mais personnellement, des fois, j'ai tendance à rester bloquée dans ce truc de justement, c'était mieux avant. Moi, il y a une cause particulièrement qui me parle, c'est l'écologie. Ça va sans dire que c'était clairement mieux avant. On avait beaucoup plus d'animaux dans le règne animal. On a des espèces qui disparaissent. Et ça me parle aujourd'hui. Si je ne parle pas de mon processus créatif, c'est un aspect sur lequel je pense que c'est important de rappeler que voilà, ça existe, quoi. Ouais, Emmanuel, peut-être, est-ce que cet imaginaire de l'effondrement qu'on a quand même toutes et tous en tête au niveau psychologique, vous le ressentez plus aujourd'hui quand même en termes de construction dans nos cerveaux, finalement? On parle de la solastalgie, là. C'est ça, non? Oui, on peut en parler. On avait prévu d'en parler un peu plus longuement juste après, mais si on doit déflorer notre émission, allons-y maintenant. C'est parti, c'est pas grave. Excusez-moi. Mais oui, alors, moi, il me semble que c'est quelque chose d'assez répandu. Et surtout que c'est pas une maladie. J'ai lu 2-3 trucs avant de venir. La solastalgie serait une nouvelle maladie, mais non, c'est le deuil d'un avenir qu'on souhaitait et qu'on sent dont on sent qu'on va être privé. Et le deuil, c'est pas une maladie, c'est une réaction absolument normale. Et je plains plutôt les gens qui traversent ça sans conscience, sans lucidité et de manière indéfendable, quoi. Alors peut-être on vient de balancer un mot qui s'appelle la solastalgie. C'est peut-être pas évident pour tout le monde. Moi j'ai appris ce mot il y a 3 jours. Donc est-ce que quelqu'un veut bien... Est-ce que vous voulez bien le... Tu veux bien, alors, le décrire? Je t'impressionne malgré mon jeune âge. La solastalgie, ça serait construit, si j'ai bien compris, sur solere, quelque chose comme ça qui veut dire consoler, et stalgie qui est pris à nostalgie. Alors c'est vraiment une construction étymologique complètement mal ficelée, parce que nostalgie, c'est déjà pas le mal du passé, c'est pas ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le mal du retour, c'est la douleur du retour, nostos algos. Et ça a été inventé dans Homère, dans l'Iliade, à propos d'Agamemnon. Agamemnon donc était parti combattre pour la guerre de Troie. Il avait laissé derrière lui Clytemnestre, qui s'est remise en ménage avec un de ses cousins, je crois, Égiste. Et lui-même, il s'est beaucoup remis en ménage pendant la guerre de Troie, mais entre autres avec Cassandre.
Et Cassandre, il faudra peut-être qu'on en parle, parce que c'est vraiment un personnage très intéressant dans ce débat. Donc, il se met en ménage avec elle, et Cassandre, elle a séduit Apollon, mais elle s'est refusée à lui. Elle lui a plu, elle l'a pas séduit activement, elle lui a plu, mais elle s'est refusée à lui, et donc il lui a infligé un châtiment qui était de connaître l'avenir et de ne jamais être cru. C'est-à-dire que souvent on dit les Cassandres c'est des gens pessimistes, pas du tout, c'est des gens lucides, enfin si on s'en tient à la mythologie. Et donc Agamemnon, qui se met en couple avec elle et qui a des enfants, lui dit, moi j'ai le mal du pays, j'ai envie de rentrer dans ma Grèce natale et de revoir mon pays. Et lui dit, non, c'est pas bon, il faut pas y aller, parce qu'elle sait qu'il va leur arriver de grands malheurs. Et il insiste, et effectivement, donc, quand il retrouve sa femme Clytemnestre avec le nouveau compagnon de sa femme, elle lui prépare un très bon bain avec beaucoup d'aromates et tout ça, puis une fois qu'il est dans le bain, elle le trucide, ainsi que Cassandre et leurs 2 enfants. Voilà, Belle histoire. Donc oui, c'est une histoire absolument terrible, enfin, comme tout souvent les histoires mythologiques, mais pour dire que la nostalgie, ça a un côté aussi un peu dangereux, quoi. Enfin, c'est pas complètement anodin. Et justement, dans votre travail en tant que psychiatre, est-ce que vous avez des patients qui souffrent, entre guillemets, de nostalgie, même bien que vous ayez dit que ce ne soit pas une maladie? Comment est-ce que vous traitez ce mot, en quelque sorte? Je me suis jamais dit comme ça en écoutant mes malades, mais oui, sans doute. Enfin, en tout cas, dans le soin psychique, on parle toujours beaucoup du passé. Ouais. Vous savez, les vieilles blagues juives du style mon fils, il va 3 fois par semaine à Manhattan et il paye tout son salaire, il le donne à un docteur et il lui parle rien que de moi. Hein, donc, c'est toujours un rapport à l'infantile, un rapport au passé qui est convoqué. Le passé étant quand même une manière extrêmement importante d'éclairer le présent. Et souvent, les gens qu'on soigne sont prisonniers de scénarios répétitifs. Et comprendre le scénario présent, ça repose sur l'analyse de ce qui s'est passé avant. Et tu as publié en 2020 un manifeste pour une psychiatrie artisanale, donc aux éditions Verdier, et tu y faisais un plaidoyer, je cite, contre une psychiatrie industrielle, quantitative, protocolisée, standardisée, numérisable, objectivante, désincarnée, ultra rapide et inégalitaire, rien que ça. Rien qu'en arrivant, on discutait un petit peu, et tu étais déjà très critique sur la façon dont était pratiquée la psychiatrie aujourd'hui. Comment est-ce que cette psychiatrie que tu critiques, elle, va traiter ce genre de troubles, en tout cas ce genre de concept autour du passé, de la nostalgie et de ce rapport à ce qui est déjà parvenu? Alors, je crois pouvoir dire, c'est assez simple, hein, elle s'en fout complètement. Cette néopsychiatrie industrialisée, protocolisée, s'intéresse uniquement au présent. Quelqu'un est anxieux, on le bourre d'anxiolytiques ou de thérapie, de psychothérapie comportementaliste, cognitiviste, qui calme l'angoisse, et puis on le renvoie chez lui. Quelqu'un est halluciné, on lui donne des antipsychotiques et on le renvoie chez lui. Mais la question de savoir quel lien ça peut avoir avec l'histoire personnelle, avec toutes ces questions qui sont extrêmement longues à examiner, lentes, délicates. Les gens ne peuvent pas se confier comme ça du premier coup. C'est une école de la patience, la psychothérapie. C'est en train de se perdre de plus en plus complètement. Avant de se faire une petite pause musicale, j'ai une petite question pour revenir sur quelque chose d'un peu sensible aussi pour toi, Lison. Si tu devais décrire la nostalgie avec une couleur, un son, enfin le son t'en as déjà parlé, mais peut-être une couleur ou une image, vu que tu fais aussi de l'illustration, comment tu ferais pour celles et ceux qui nous écoutent là mais qui nous voient pas? Je pense qu'il y a quelque chose de très lumineux quand même, mais avec une petite part d'ombre justement dans ce truc qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui, qui appartient au passé justement. Et pour la couleur, je dirais le orange. Ok, la nostalgie est orange dans ta tête. Très belle couleur. Et pour vous deux? Brumeux, moi je dirais. Oui. Je veux bien orange et brumeux. J'aurais peut-être pas dit orange, mais j'aurais vu un peu de gris, de brume, effectivement. Quelque chose qui vous échappe, en fait. C'est plus cette image qui me vient en tête. Une texture. Quelque chose qu'on a l'impression de pouvoir saisir, puisque c'est de la mémoire collective, mais ça vous échappe puisque ça n'existe plus. Surtout que je crois savoir que l'orange est une couleur très actuelle à l'Assemblée nationale en ce moment. Oui,
peut-être pas très présente dans les bancs. On va se faire une petite pause musicale. Le morceau est de toi, Lison. On va s'écouter Muddy Skirt. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler 2 minutes avant qu'on le lance ? C'est un morceau que j'ai écrit en 2020. Déjà là, je me dis le temps passe vite. Et je suis pour le coup très nostalgique de cette époque parce que c'était une époque où je faisais vraiment de la musique naïvement sans me dire qu'un jour ça allait m'amener quelque part. Et dans mon texte, j'explique qu'il faut savoir se débarrasser de ma jupe qui a de la boue dessus, justement pour passer à autre chose et s'ancrer dans le présent. Donc je trouve que ça avait du sens. Ça a complètement du sens. On s'écoute ça tout de suite et on revient dans 2-3 minutes. Hey yo, I think, what's up, bro? Watch me getting rid of many skirts. Tonight you're getting nice dry. Darling, I pull up on the pot. Fight, but I keep that t-shirt. I never knew it would be that bad. Said to keep all the questions I hate. Daddy, tell me, are you? Daddy, who are you? No more tears, I'm high now. Probably asleep. These people out in my shade, it's big night. And then I buried into the grave. Trying to feel better to say. I don't wanna drive, cause my mind is sliding. Feel your head. Damn. Body shit, baby, not a light, all that steroid. Watch me getting rid of many skirts. Tonight you're getting nice dry. Probably asleep. These people out in my shade, it's big night. And then I buried into the grave. I give a piece of me that everybody made. Because I'm haunted, I'm not making pretend how it clear. What do you mean, cause that way? Now I ride through that strip, it's yeah. Like my boo, yeah. Growing like a tree, yeah. I'm already putting out it reverse. I don't need every word. We were concerned, but not fucking container. Just a rebirth, cause it's getting better. For sure. Probably asleep. These people out in my shade, it's big night. And then I buried into the grave. Daddy, tell me, are you? Daddy, who are you? No more tears, I'm high now. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis fâchée. Je vous demande de vous arrêter. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Ce qui m'arrive, mais je suis fâchée. Je vous demande de vous arrêter. On n'est pas fâchés. Et si on arrêtait de s'engueuler? Bah, pourquoi faire? Pour se parler. Pour se parler. Parler.
On est toujours en direct et en public. Merci d'ailleurs au public d'être là. Vous êtes nombreux, nombreuses, ça fait plaisir. Du Kraspek Maïzik sur Radio Anthropocène et pour la toute nouvelle émission, comme vous l'avez compris d'après le jingle, on n'est pas fâchés. Et donc aujourd'hui, on parle de nostalgie avec Anaïs Belwassa-Chérifi, députée de la première circonscription du Rhône, Lison, artiste musicale et illustratrice, et Emmanuel Venet, psychiatre et écrivain. Et pour la deuxième partie de l'émission, on va se demander un petit peu si la nostalgie agit comme un frein sur l'engagement politique et citoyen. Je me tourne vers toi d'abord, Lison. Comment la nostalgie, toi, c'est une émotion personnelle ou plutôt un phénomène collectif, partagé par une époque ou une génération? On l'a un petit peu évoqué en début d'émission. Peut-être on peut parler aussi de ton contact avec le public. Comment tu arrives à donner cette émotion-là dans tes lives avec le public? Comment tu arrives à le partager, cette émotion personnelle? Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des émotions dans lesquelles on peut vraiment plus se retrouver dans le collectif, à savoir la tristesse peut-être des fois plus que la joie. Après ça, c'est ma vision de la chose, mais je sais que c'est des choses qu'on a tendance à vraiment partager en groupe. Après, moi, j'aimerais bien rebondir aussi sur cet effet de la nostalgie collective. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, on a vraiment envie de revenir aux années 2000 en termes de musique, en termes de style vestimentaire. Et c'est vraiment quelque chose de groupe, en fait. Mais ça part d'un sentiment très personnel de base. Mais aujourd'hui, on y revient vraiment beaucoup, même dans le rétro, quand on utilise des vieilles caméras, tout ce genre de retour un peu au rétro, même rétro gaming aussi aujourd'hui, justement pour retourner dans le passé, quoi. Ouais, complètement. La mode des années 2000 revient en force au niveau musical, au niveau vestimentaire, dans la mode, etc. On peut dire que la mode est cyclique finalement aussi et qu'il y a des effets qui reviennent. Mais c'est très intéressant que tu en parles parce que toi aussi, tu l'utilises dans ta musique et dans ta DA. Pourquoi ce retour? Il y a quoi dans les années 2000 dont on peut être nostalgique, par exemple? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se prenait un peu moins le chou quand même sur les choix qu'on pouvait faire. On était plus limité, donc en fait on était même plus créatif de par la contrainte, alors qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a 1 milliard d'outils à notre disposition, j'ai l'impression qu'on s'éparpille un peu trop et on oublie l'essence même de ce qu'on veut faire. Est-ce que Anaïs Belwassa-Chérifi et Emmanuel Venet, vous êtes nostalgique d'une époque en particulier, peut-être des années 2000, Anaïs? Alors oui, pour Britney, mais c'est une autre question. Oui, en fait, ça m'arrive des fois d'avoir un truc de réconfort dans l'aspect rétro, à la fois musical, mais je pense que Lison en a dit beaucoup sur ça, parce que je pense que c'est un aspect réconfortant de se dire, bon, bah, ça, c'est les sons qu'on connaît et c'est les sons qu'on sait, où on s'ambiance, c'est sûr. Il y a de ça aussi. Et il y a aussi un peu la Madeleine de Proust, quoi. Se dire qu'il y a un sentiment de... C'est vraiment de réconfortant, en fait, de c'était cool, c'était simple. Et puis en fait, surtout que nous, notre génération, donc moi je suis née dans les années 90, donc c'est vraiment le début de l'enfance, les années 90-2000. Et c'est aussi pour nous une génération qui est beaucoup engagée, je trouve, y compris sur la question climatique, a très peur du futur et du changement climatique et des conditions dans lesquelles on va vivre, l'absence de ressources, l'absence de stabilité, que ce soit environnementale ou politique, la montée aussi et la banalisation des idées d'extrême droite. Donc c'est vrai qu'on s'oriente vers de l'incertitude et je pense que c'est l'incertitude qui crée la nostalgie. Emmanuel Venet. Je crois qu'on est tous nostalgiques d'un passé lointain. Moi, je suis des années 50, de la fin des années 50. Et ça serait plutôt les Stones, Clapton et ces sons-là dont je suis nostalgique. Mais c'est vrai aussi que ça va un peu plus loin que mon adolescence ou mon enfance. Je dirais que je suis nostalgique d'un monde pré-numérique et d'un monde où tout se passait autrement. Alors c'est vrai que je fais partie de ces gens qui, au milieu de leur vie, ont dû changer complètement leurs habitudes. Moi, je me souviens qu'en 2000, au début des années 2000, quand Internet s'est développé, j'avais absolument jamais le réflexe de chercher quoi que ce soit sur Internet. Maintenant, plus personne n'a le réflexe d'aller chercher dans un bouquin ou dans un dictionnaire une précision, une référence. Hein. C'est vrai que tout passe par les écrans. Et je trouve que ce monde numérique, par exemple...
avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai aucun abonnement à aucun réseau social. Et je suis très craintif de ce qui s'y passe, de ce qui s'y dit, parce que je crois que c'est un peu le café du commerce, où on peut se lâcher sur des fois des grosses... des réactions très intempestives, quoi, on va dire, et qui, si on est en petit comité, sont pas bien graves. On peut ensuite réfléchir, corriger le tir. Mais là, immédiatement, ça déclenche des effets sociaux extrêmement importants. Donc voilà, je suis nostalgique d'un monde où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où ce monde numérique généralisé n'existait pas et où il n'y avait pas du tout les mêmes effets. Et en même temps, c'est aussi, pour contrebalancer ce que tu dis, c'est aussi un endroit qui permet d'émerger, de créer. Lison, toi, tu utilises aussi les réseaux sociaux comme toutes les personnes de nos générations. C'est aussi un endroit qui permet de s'exprimer. Peut-être un regard un peu plus balancé sur la question des réseaux sociaux, ou peut-être pas, en fait. Peut-être que toi aussi, tu trouves que c'est un peu trop. Moi, je pense qu'il faut s'en servir de manière intelligente, du moins essayer. Je dis ça, ça fait quelques jours que j'ai installé sur mon téléphone le truc du temps d'écran pour voir combien de temps je passais sur mon téléphone. C'est effarant. Et vraiment, je me dis qu'on peut s'en servir de la bonne manière. Justement, pour nous, artistes indépendants, c'est une façon aussi de se mettre en vitrine, de proposer au monde entier, parce que vraiment, n'importe qui peut avoir accès à ta musique du fin fond du Mexique ou en Poitou-Charentes. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas se laisser happer, parce que c'est un vortex, Internet. Et des fois, ça peut te rendre contre-productif, parce que aussi, tu peux avoir tendance à trop aller voir ce qui se fait, et du coup te sous-estimer, te comparer. Il y a tous ces côtés un peu néfastes où il faut vraiment faire attention. Oui, puis je rebondis sur ce que tu disais au tout début, tout à l'heure. Tu parlais qu'il y avait aussi trop de choix qui nous rendaient peut-être aussi nostalgiques du fait qu'il y a tant de possibilités et que dans les années 2000, comme tu disais, il y avait moins de choix, donc on avait plus de contraintes et finalement plus de liberté dans la contrainte. Qu'est-ce que vous en pensez, Anaïs et Emmanuel, de cette histoire d'avoir des contraintes qui nous rendent finalement des fois plus libres et moins dispersés, éparpillés? Je sais pas si... Je saurais pas vous dire, mais j'ai juste un truc qui m'est venu tout à l'heure sur le numérique dont vous parlez, Emmanuel. C'est vraiment le tout va vite. Et je trouve que dans notre société, on ne prend plus le temps, le temps d'analyser, le temps de discuter, le temps rien que pour nous, en tant que personne. Et je pense que du coup, ça crée d'autres traumatismes, à la fois... d'introspection, du fait qu'on soit nostalgique. Et je pense que le numérique, la vague numérique, ça a permis énormément de progrès. Mais je pense qu'il faut évidemment faire très attention. Et nous, on le ressent, les réseaux sociaux en tant que politique. Par exemple, mon premier discours à l'Assemblée nationale, ça a été lors de la niche parlementaire du Rassemblement national, où j'ai fait un discours assez offensif contre le LERN. Mon équipe m'a dit: tu n'ouvres pas Twitter, enfin X maintenant, tu ne regardes pas les notifications, parce que évidemment que ça a un impact très important sur vous. On est des êtres humains, on a des sentiments, et c'est vrai que maintenant, c'est plus facile d'être derrière son écran, d'insulter, d'avoir des prises d'opposition. Donc il y a des choses qui sont pas forcément positives dans ce que je dis, mais c'est en tout cas ce vers quoi on s'oriente aujourd'hui, je trouve. Alors, on parle de plus en plus d'éco-anxiété. On a commencé déjà à en parler tous ensemble. C'est-à-dire une anxiété qui est ressentie face à la destruction de notre planète, donc également de solastalgie. C'est une sorte de nostalgie du monde présent, c'est-à-dire du monde qu'on vit tous les jours et qu'on voit disparaître sous nos yeux. Comment est-ce qu'on peut un petit peu expliquer, Emmanuel Venet, ce paradoxe être nostalgique de ce qui est encore là? J'ai pas compris. Nostalgique de ce qui existe, qui est encore là, c'est-à-dire du monde présent, mais qu'on voit disparaître. Ah oui. Ça, on est anxieux, quoi. Finalement, c'est éco-anxieux. C'est ça. Oui, c'est ça, de le voir si fragile. Et cette nostalgie. Donc, encore une fois, je reviens sur l'explication de tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas terminé, mais le mot stalgie, ça ne veut rien dire en grec. C'est algie qui veut dire la douleur, antalgique, etc.
Et donc, c'est un mot qui a été bizarrement construit, mais qui dit le deuil d'une potentialité. C'est pas le deuil de quelque chose qu'on possède, mais de quelque chose qu'on pourrait posséder. Et je trouve que l'idée, alors, si le mot est mal construit, l'idée, en revanche, elle est extrêmement intéressante. Mais je ne saurais pas bien vous en dire grand-chose en tant que clinicien, parce que je crois que c'est une question citoyenne. Je ne crois pas du tout que ce soit une question psychiatrique ou médicale. Je crois que ça concerne absolument tout le monde. Et donc, si c'est une question citoyenne, on va se tourner vers la députée qui est présente autour de la table. Anaïs, est-ce que vous êtes solastalgique ? Je sais pas si je le suis, mais en tout cas, peut-être que j'ai eu des périodes où je l'étais. Parce que je pense que je suis d'accord avec Emmanuel, je pense que ça traverse tout le monde, les inquiétudes, le manque de perspective. Je pense que c'est quelque chose qui est assez humain. Et j'ai un peu l'impression que, et ça rebondit à ce qu'on s'était dit tout à l'heure sur le temps, les réseaux sociaux, le fait que ça va vite, c'est qu'on n'a plus le temps d'analyser et on n'a plus le temps de mettre en perspective pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que, par ailleurs, je trouve que votre format est hyper intéressant, d'avoir plusieurs disciplines qui rentrent en discussion. Moi, j'ai une formation où j'ai fait des sciences sociales, j'ai fait de la sociologie, de l'anthropologie, et ça me permet de comprendre, en fait, encore mieux le monde dans lequel on vit, l'interdépendance entre les personnes. Ça me permet aussi de débunker certaines choses chez moi, c'est-à-dire que je suis arrivée dans une institution dominante qui est l'Assemblée nationale, avec des normes, des valeurs très précises, des règles. Et vous, quand vous venez, y compris d'un milieu populaire et que vous ne vous sentez pas légitime, vous avez tendance à intérioriser encore plus ces normes et ces valeurs, ce qui fait que vous vous soumettez en fait à la volonté dominante, quoi. Et je pense que du coup, votre format est super cool parce que ça permet d'avoir un mot et puis de discuter de différentes disciplines autour de ce mot. Et ça permet aussi de revenir un peu sur le temps va trop vite et on n'arrive plus à analyser tout ce qu'on a à analyser, y compris pour se sentir mieux en fait. Et enfin, je pense que moi, j'appartiens à une génération qui a pas forcément envie de faire des enfants dans cette société, en fait. Dans une société qui risque de s'effondrer au niveau climatique, dans une société où il y a énormément de défiance, où il y a un problème aussi d'existence plurielle, en fait. Et donc, c'est évidemment un truc très, très inquiétant. Et est-ce que cette anxiété, du coup, c'est plutôt un frein ou plutôt un moteur dans l'action, qu'elle soit citoyenne ou politique, pour toi ? Alors, moi, je pense que l'anxiété, elle est utilisée de différentes manières et on le voit, par exemple, dans des discours à l'Assemblée nationale. Il y a évidemment une forme de discours anxieux qui est instrumentalisé, où on a toujours des discours orientés vers des faits divers dramatiques pour montrer que tout le monde va mal, quoi. Et en fait, ça permet aussi agiter les peurs. Ça permet de fédérer, et c'est ce que fait le Rassemblement national, c'est agiter les peurs, fédère à leur discours politique de l'entre-soi et donc en fait, il faut rester dans une forme d'individualité et plus être une société collective et donc humaniste. Et en fait, on a l'impression que l'utilisation de l'anxiété, ça empêche d'aller vers le progrès social. Et on l'a vu, par exemple, les dernières grandes lois, par exemple, mariage pour tous. Il y a eu le discours moral et il y a eu le discours anxiogène qui a fait qu'en fait, ça a été un frein vers le progrès social qu'on avait envie de mettre en place. Et ça, en tout cas, dans le discours politique, moi, je le vois assez nettement. Et je pense qu'il y a aussi... et je vais vous donner un exemple, mais lors de notre niche parlementaire, il y a 2 semaines, on a proposé l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Et on avait donc le socle commun, les macronistes, la droite, l'extrême droite, tout ça, qui ont déposé énormément d'amendements sur notre projet de loi qui donc a fait en sorte qu'on ne puisse pas le voter d'ici la fin de la journée, puisque une niche est un jour de 9h à minuit. Et après, c'est bon, c'est fini. Et en fait... ils nous ont déstabilisés dans la manière dont ils ont pris cette question parce qu'ils essayaient de le faire ressentir personnellement. C'est-à-dire qu'on avait des discours politiques qui étaient animés par du vécu, par nous, ce que nous sommes en tant qu'individus. Et vraiment, à la pause après-midi, j'avais mal au ventre de revenir dans cet hémicycle parce que je me suis dit, quelle violence sociale.
Et c'est ça où ils utilisent le sentiment pour vous faire douter de vous et donc vous dire, oh là là, est-ce que je monte à la baston ou pas? Donc c'est là où je trouve que il y a du progrès, enfin en tout cas il y a du travail à faire sur ça, en utilisant les sentiments pour faire de l'action politique, mais en ayant une introspection très importante en fait. Et comment on fait pour sortir de ce discours-là, pour justement en tant que politique construire un discours, un imaginaire d'un futur qui soit désirable et qui ne se réfère pas tout le temps à un passé soi-disant glorieux ou mieux qu'avant? Moi je crois beaucoup au fait d'être force de proposition en fait. Et je pense que lorsque vous arrivez à formuler des propositions, que vous êtes très rigoureux sur le programme, que vous lui donnez de la contenance et du contenu politique, de lignes politiques, hein, j'entends, vous arrivez à mettre les choses en perspective. Et je trouve que, je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que la France Insoumise a toujours été très rigoureux sur le programme. On le chiffre, on a des mesures, on fait des plans. Et en fait, ça permet de débunker aussi l'idée que la gauche serait totalement utopiste, que de toute façon, on pourrait avoir des sarouels et courir dans un champ. Donc voilà. Mais en fait, c'est montrer qu'on a une colonne vertébrale idéologique, qu'on a un fil conducteur et qu'on est en capacité d'aller vers l'avenir et donc de ne pas être nostalgique. C'est pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé des réseaux sociaux qui vont vite, vous avez parlé qu'on manque de temps, et en fait cette nostalgie c'est aussi ce rapport au temps, de temps qui file, qui défile, et peut-être que cette sensation d'accélération par tout ce qui nous entoure, etc. Ne permet pas un temps de digestion émotionnelle, peut-être aussi qui est suffisant. Je me tourne vers toi, Lison, pour ça. Est-ce que on parlait tout à l'heure d'éco-anxiété par exemple, tu l'as un peu évoqué, que c'est quelque chose que tu peux ressentir, ou en tout cas l'environnement et toutes ces questions-là te concernent. Comment tu arrives à gérer cette émotion-là, toi, et comment tu la retranscris aussi, bien sûr, dans ton projet musical ou dans toutes tes activités créatives que tu peux faire? Justement, j'allais dire, je fais de la musique, du coup, parce que la musique, en tout cas pour ma part, c'est vraiment quelque chose de thérapeutique finalement. Dès que je me sens un peu trop anxieuse, dès que je me sens un petit peu trop submergée par les émotions, il faut que je trouve une façon de la traduire, l'émotion en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui je fais de la musique plus pour moi que pour les autres. Et si ça plaît, tant mieux en fait. C'est vraiment cette démarche-là. Et c'est une façon, oui, de créer un langage propre à soi qui peut, au final, parler à une grosse partie de la population, finalement, parce qu'on parle d'émotion, du coup. Oui, parce que là, tu dis que c'est une émotion à la fois individuelle, mais finalement, quand tu fais des concerts, tu le partages à d'autres. Ça fait des allers-retours, finalement, d'émotions entre les uns et les autres. Et est-ce que tu as, je sais pas, peut-être une anecdote d'un concert ou d'une performance que tu as pu faire où tu as senti un peu ce lien entre toutes et tous autour de cette émotion, notamment de la nostalgie que tu traites beaucoup dans ta musique? Je sais pas si j'ai vraiment une anecdote par rapport à une date en particulier, mais moi, j'ai beaucoup... si on fait une petite parenthèse, j'ai beaucoup de barrières par rapport à la langue, vu que je chante en anglais, mais je sens qu'il y a un lien qui se crée quand je commence à chanter en français, que les gens comprennent tes paroles, qu'elles soient intelligibles, et à partir du moment où tu veux aussi parler à ton public, contextualiser un peu les chansons, expliquer de quoi il va s'agir. Je l'ai écrit dans tel contexte, je me sentais comme ça, et au final c'est comme ça que tu crées du lien avec le public en fait. Anaïs et Emmanuel, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller voir quelque chose de artistique, que ce soit un concert ou d'autres formes, qui vous a fait vous sentir un petit peu en communion ensemble autour d'une émotion, d'un sentiment, et notamment peut-être de la nostalgie? Est-ce que vous avez ça dans vos souvenirs? Non, pas vraiment. Je peux avoir, comment dire, de la nostalgie personnelle, mais pas forcément partagée. Ou alors, si je vais dans un concert d'un vieux chanteur, d'une vieille chanteuse, d'un artiste vraiment qui a bercé mes jeunes années, je vois tout un tas de têtes blanches et finalement, ça me fait plus de mal que de bien. Moi, je n'ai pas de date en tête. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a se sentir en
communion pendant un concert avec des gens, et il y a de se sentir nostalgique vis-à-vis d'une musique, mais qui est, je pense, un truc assez individuel, parce que je pense que la musique, c'est un refuge, et que quand on a envie, y compris dans la société de contrôle de l'image dans laquelle on est, en fait, de péter un plomb sur une chanson parce que tu as envie d'écouter, je sais pas, Adèle en chialant dans ta cuisine, tu le fais. Mais du coup, c'est un truc, je trouve, très individuel. Pour moi, les moments de concert, c'est plutôt des moments de joie, des moments qui sont partagés, où il y a vraiment un corps, vous êtes unis, vous êtes là devant le même chanteur ou la même chanteuse, et en fait, vous kiffez juste, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment deux registres différents pour moi. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale, Camille ? Eh bien, tout à fait. On s'écoute un autre morceau de Lison. Il s'appelle Roger Rabbit. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce morceau ? Alors là, pour le coup, on est bien dans le thème. Déjà, Roger Rabbit, parce que j'ai une autre passion dans la vie, c'est les lapins. Voilà, après la musique. Et en fait, ce son... c'est un, comment on dit en anglais, un tribute, du coup un hommage à un groupe que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente, et je suis très très nostalgique de cette période de ma vie, une période où on n'a pas de problème financier, où rien n'est grave, où toute journée est bonne à prendre, on se prend pas la tête, et j'ai fait un peu un hommage à cette période de ma vie en reprenant le thème d'une chanson d'un groupe de rock qui s'appelle Sleeping with Sirens. Et je voulais le remettre au goût du jour un peu avec ma vingtaine aujourd'hui. Voilà. Alors on part en nostalgie avec le son Roger Rabbit. On revient tout de suite. Suffer in silence, don't know where I am. I'm out in all the ways, promoting miles away. So we're growing within 2 days, choosing it, going there and illuminate. Seasons to map, seems like we're waiting, believing to choose and tempted. Then I get back, where she at? When she lied anymore. Nobody's gonna love you if you can display a way to capture this. Nobody's gonna hold your hand and guide you through what it's like for you to understand. Nobody's gonna feel your pain when all is done. It's up for you to walk away. Some place that where you are, a life is of a rolling. I'm broken heart. Darling, stepping in my shoe. Got me still on my head and true. The history, got me listening. Living for rage and the spell. Living the passion is all you say. Nobody's gonna love you if you can display a way to capture this. Nobody's gonna hold your hand and guide you through what it's like for you to understand. Nobody's gonna feel your pain when all is done. It's up for you to walk away. Some place that where you are, a life without a rolling. My broken heart. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis fâchée. Je vous demande de vous arrêter. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Ce qui m'arrive, mais je suis fâchée. Je vous demande de vous arrêter. On n'est pas fâchés. Et si on arrêtait de s'engueuler ? Bah, pourquoi faire ? Bah, pour se parler. Pour se parler. Parler ? C'était le morceau Roger Rabbit de Lison qu'on retrouve tout à l'heure en live et qu'on a hâte de voir sur scène. On est toujours au Crasbec pour la première de On n'est pas fâché. Mais avant de reprendre notre discussion, petit intermède avec une chroniqueuse, Eve. Salut Eve, comment ça va ?
Bonsoir, ça va bien et vous tous? Très bien, merci d'être là. Tu es stand-upeuse en autoproduction, tu as tenu un comédie club hebdomadaire à l'Alma Bar pendant 3 ans, monté un plateau radio en non-mixité choisie qui s'appelle le Stand-up Schneck Up. Oui, c'était un plateau stand-up, hein, pas un plateau radio. J'ai dit plateau radio? Ouais. Ok, c'est l'habitude. T'inquiète. Désolée. Et t'as même reçu du coup un prix Lyon Femmes en 2024 par rapport à ce plateau de stand-up. Merci beaucoup à toi. À toi le micro. Du bruit pour Eve, s'il vous plaît, qui va nous faire une petite chronique. Et c'est le feu ce soir. Bonsoir tout le monde, bonsoir le live, bonsoir les magnifiques invités que nous avons ce soir. Quelle joie de vous voir. Alors effectivement, on m'a demandé une chronique sur la nostalgie. Et moi j'étais en mode, mais c'est sûr, hein, parce qu'en fait moi je suis pas si... Et en fait si. En fait, si, je suis totalement dans la nostalgie. Effectivement, le mot qui résonne, douce mélodie à nos cœurs, ce mot nostalgie qui cache la signification un peu plus complexe, c'est le Rubik's Cube de notre âme, quelque part. À l'origine, donc, comme l'a dit Emmanuel, c'est du grec nostros qui signifie le retour et algos, la douleur. Donc la nostalgie, c'est littéralement la douleur du retour, ce sentiment poignant d'un passé qu'on ne peut revisiter autrement que par les souvenirs. Sauf quand on est en dépression. Wouh, voilà. Alors, en portugais brésilien, il y a le mot saudade. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu. Alors, saudade, c'est tout de suite un peu plus exotique, c'est incroyable. On imagine des palmiers, des gens incroyables qui sont autour de nous, qui font de la samba. Et c'est un peu vrai, sauf que, voilà, il y a à peu près une trentaine d'années, voire un peu plus, le Brésil, c'était sous la dictature. Et aujourd'hui, c'est pas plus ouf que ça. Donc, eux, ils ont vraiment une saudade qui mange à pleines dents. Donc, on leur souhaite peut-être quelque chose de mieux à l'avenir et pas trop de saudade pour eux. Mais en France, effectivement, ça évoque aussi autre chose. Moi, quand on me dit parle-nous de nostalgie, moi j'ai pensé à la radio nostalgie. Ok, c'est une madeleine auditive. Elle diffuse des chansons qui ont marqué des générations. Et c'est là que commence le choc temporel dans votre voiture. La première fois que tu entends sur nostalgie un tube qui a bercé ton adolescence, tout bascule. Voilà, parce que quand t'es né en 91 comme moi, t'imagines un titre comme Freedom of Desire de Gala ou encore Zombie des Cranberries. Et alors t'es là en état de bonheur, t'es en mode, mais ouais, je connais, c'est super. Tu commences à se déhancher dans ta voiture et avant de réaliser, avec ce même élan, s'accompagne une prise de conscience. Ça y est, tu as l'âge de payer des impôts. Donc effectivement, la nostalgie, pas ouf. Et oui, la nostalgie, c'est comme une initiation implicite à la maturité. C'est le moment où tu réalises que le temps a filé plus vite que tu ne l'imaginais. C'est toujours agréable. Et c'est accepter que ces années d'insouciance, comme les années 2000, ne reviendront plus, sauf pour égayer ton trajet en voiture ou te donner envie de ressortir une vieille console ou tes POG pour les plus anciens. Voilà, pour ceux qui ont connu... Voilà, ok, donc, je suis toute seule, d'accord, très bien, merci. Alors, se sentir seule, c'est ça aussi la nostalgie. Et donc, une fois que tu grandis et que tu réalises que voilà, t'es un petit peu plus mature, tu prends conscience aussi de ton pouvoir, parce que quand t'es petit, t'as pas forcément ce pouvoir-là, et ce pouvoir-là, on le transforme en force créatrice. Alors, on va faire de la musique, on va faire de la politique, on va étudier les autres. Voilà, on va écouter, plutôt qu'écouter des vieux animateurs comme Coé ou Diffoul, alors sans les casseroles judiciaires pour viol et agression, on va parler à la radio, on va faire les voix de notre génération et comme vous, on va faire des émissions avec nos souvenirs et nos rêves pour parler à ceux qui suivent et peut-être créer une nouvelle nostalgie pour les générations suivantes. Alors finalement, la nostalgie, qu'elle soit douce ou amère, exotique ou locale, reste un voyage intime entre souvenirs et réalité. Elle est la preuve que chaque époque laisse une trace indélébile et que quelque part, le meilleur reste à venir. Et justement, c'est ce que je souhaite à On n'est pas fâché. Effectivement, d'être la future nostalgie. Aujourd'hui, la Croix-Rousse. Demain, Rio de Janeiro. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être ce soir au Ça se discute lyonnais et précaire. Voilà, ce soir, c'est pas des lignes de coke qu'on va se faire, mais plutôt des kilomètres de seum. Voilà, merci Camille pour l'invitation. Et oui, l'émission s'appelle On n'est pas fâché, parce que c'est quand même une première, il faut le fêter. Un big up, s'il vous plaît, pour la première. Voilà, ou comment se persuader soi-même de ne pas être fâché pour faire plaisir à mamie lors du dîner de Noël. Et oui, parlons-en du dîner de Noël parce qu'il nous pend au nez. Et c'est bien là qu'on se fâche le plus. Voilà, à part les d'énergie législative, là on s'est bien fâché aussi. Et voilà, qu'on essaie de faire famille. Et là, c'est famille choisie ce soir. Donc, on n'est pas fâché, né d'un désir de parler, mais pas uniquement s'engueuler. Enfin,
pour s'engueuler, faut y aller quand même, parce que entre Lison, rappeuse, musicienne en autoprod, Anaïs Beloussa-Chérifi, députée de la première circonscription du Rhône, LFI, Emmanuel Vernet, psychiatre, auteur qui s'intéresse au ressort psychique et psychopathologique de la créativité, une stand-upeuse, des militants, des journalistes rue 89 et des animateurs radio libres anthropocènes. Ouais, enfin voilà, faut avouer qu'on est tous un petit peu sur le même bateau, il est quand même franchement à bâbord. Voilà, donc bon. En plus, nous sommes dans un lieu connu comme le Loup Blanc, le Craspec Mystique, un endroit où la programmation est assurée par des personnes bouclées, frisées, chauves, à résille, clope au bec, eyeliner et ou moustache, bref, tout le monde, sauf les gens qui se font caca dessus en amphi. Voilà. Les références si vous voulez. Alors, je vous avoue, moi, personnellement, dans un truc où on dit on n'est pas fâché, je suis un peu déçue. Moi, j'avais hâte de voir, je sais pas, un trader. Il est où mon gars qui fait des méga profits pour les entreprises, le gars qui fait le levier des KE, l'assertivité. Elle est où la tante raciste qui se souvient pas trop du nom de ton compagnon africain parce qu'elle pensait en être débarrassée le 7 juillet dernier. Voilà. Alors, bon, qu'elle ne s'inquiète pas, les préfectures actuelles étant sous l'eau, son rêve risque d'être exaucé, malheureusement. Alors, ouais. Et le cousin alcoolique, celui qui retourne tellement en boucle sur les vaccins trackers depuis le Covid qu'il a fini par renverser sa voiture dans le champ du voisin. Résultat, plus de transport, plus de travail, mais toujours une théorie, c'est bien sûr la faute des prochaines vagues migratoires venant de Mayotte à cause d'un cyclone. Ah voilà, parce que voilà, le cyclone, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui provoque un cyclone ? Parce que moi, quand j'ouvre la fenêtre en hiver, il fait froid, et quand j'ouvre la fenêtre en été, il fait chaud. Hein. Alors voilà, Mayotte, simplement, c'est juste une île qui est mal placée, il faut qu'elle fasse un effort, les gens ils font pas d'effort, hein. Vraiment, c'est... Voilà. Alors, est-ce que je suis fâchée ? Moi, pas du tout. Hein. Voilà, en fait, moi j'ai un contexte familial où en fait je suis pas dans la correction d'un discours qui est au niveau de la prof de français avec un crayon. Hein. Moi, je suis au niveau de la domina avec sa cravache. Voilà. D'ailleurs, la domina, c'est mieux payé que l'éducation nationale, mais c'est toujours étrange de s'exercer sur les membres de sa propre famille. Voilà. On n'est pas fâché me rappelle cette chanson de Raphaël, Ne partons pas fâchés. Alors l'extrait, j'ai pris un petit extrait parce que je me suis dit on aurait, mais non mais voilà, c'est Ne partons pas fâchés. Premier couplet, bien sûr qu'on a perdu la guerre, bien sûr que je le reconnais, bien sûr la vie nous met le compte, bien la vie c'est une enclume. Wouh, merci Raphaël. Ah vraiment les années 2005 c'était incroyable. Voilà donc une magnifique petite chanson pour se rappeler que la vie c'est de la merde. Mais essayons quand même de s'élever, de s'éduquer entre nous, d'être à l'écoute comme ce qu'on fait ce soir. Et au fait savez-vous ce que veut dire se fâcher? Donc ce pronom personnel, troisième personne, et fâché qui vient du latin fastidire, signifiant éprouver du dégoût. Non, partez pas. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le dégoût ? C'est le goût avec un préfixe, voilà, aversion qu'on a envers quelqu'un ou quelque chose. Ma maman, elle m'a toujours dit, goûte avant de dire que tu n'aimes pas. Mais elle aurait dû préciser que ça vaut que pour la nourriture, hein, pas pour la politique. Hein. En politique, il y a ceux qui cuisinent, bon alors certains avec du cyanure, avec d'autres ils font attention et parfois bon on nous consulte en tant que peuple, mais en ce moment j'ai l'impression qu'on nous fait surtout déguster. Voilà. Alors se fâcher, c'est exprimer son aversion pour les goûts de l'autre. Alors dans cette tentative culinaire d'aborder nos goûts et nos avis, souvenons-nous ce que nous dit Raphaël. Voilà, on n'est pas fâchés, mais surtout ne partons pas fâchés, ça n'en vaut pas la peine. En tout cas, moi pour Noël, c'est salade au pois chiche et bisous mamie. Bravo. Merci, incroyable chronique, Eve. Merci beaucoup à vous pour l'invitation, c'était génial. Avant que tu t'en ailles, merci énormément. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te voir faire du stand-up ? Alors moi, vous pouvez me retrouver actuellement à la table de ma famille pour Noël, vraiment. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Eve_TGA. Là, vous avez toutes mes dates. Je ne suis pas encore programmée de nouveau. Enfin, j'étais au Tonton Flingueur. Mais je serai bientôt programmée dans d'autres endroits incroyables. Voilà, suivez-moi. Voilà, parce que sur les réseaux, c'est toujours mieux que dans la rue. Donc, suivez-moi sur les réseaux. Voilà, n'hésitez pas. Merci à vous pour votre attention, vous avez été super. Merci Eve, merci beaucoup. Ah oui, c'est toi qui as mon micro. Oui, on échange les micros dans l'émission. Est-ce que l'un de nos trois invités veut réagir à cette chronique ? Peut-être. Moi, je veux bien, oui. Parce que je me rends compte en t'écoutant que je suis fâché. Ça tombe mal. Oui. Et je suis fâché, je pense qu'on l'est tous, contre, je dirais deux choses. D'abord, cette présentation d'un monde d'avant qui serait juste hier, quoi, il y a 20 ans, il y a 15 ans, où c'était bien.
Alors qu'en fait, la catastrophe qu'on est en train de vivre, elle se prépare depuis 200 ou 250 ans à peu près. Et ça a été vraiment un crescendo de décisions politiques désastreuses pour la planète. Alors, je veux bien tout à fait admettre que jusqu'à peu près la conquête lunaire, hein, on dit c'est en 69 quand tout d'un coup les humains ont vu la Terre depuis la Lune et qu'ils ont conçu que c'était un tout petit bateau dans un univers gigantesque et hostile. Et que là est née la conscience écologique. Mais là où je suis vraiment fâché, c'est que depuis cette prise de conscience, la plupart des décisions politiques nous mènent dans le mur. C'est-à-dire que on fait des catastrophes, eh bien, on va les corriger par d'autres catastrophes, et puis on est dans une sorte de succession de décisions qui sont toutes plus dramatiques les unes que les autres. Et je citerai, par exemple, tout ce qui concerne les pesticides. Je lisais encore un article du Canard enchaîné, je crois, de cette semaine ou de la semaine dernière, sur les moratoires invraisemblables. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une protestation paysanne contre l'interdiction d'un pesticide, on dit encore 5 ans, encore 10 ans, etc. Et puis également sur l'intelligence artificielle, qui est un de nos grands défis, qui moi me terrorise, parce que je pense que ça va certainement, enfin, ça aide certainement, comme les réseaux sociaux, disons, hein, comme ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un usage intelligent, si j'ose dire, de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi le risque d'une catastrophe anthropologique, puisque ça va se substituer à l'humain dans des domaines où l'humain est vraiment tout à fait crucial. Mais en plus, sur le plan écologique, c'est une facture absolument désastreuse. Les data centers enfin, c'est très énergivore. Et tout ça, personne ou pas grand monde n'en parle. Et moi, ça me fait rebondir sur une question que je voulais poser à Anaïs. Justement, on critique souvent les discours droitiers sur cette question du c'était mieux avant, mais en réalité, la nostalgie, elle est aussi mobilisée par la gauche, sous des items comme les 30 Glorieuses, comme le Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Enfin, c'est des choses qui reviennent assez souvent. Et pourtant, si on reprend ne serait-ce que les 30 Glorieuses, c'est, comme tu le disais, Emmanuel, c'est un moment qui nous a amenés dans notre époque, dans l'Anthropocène. C'est un moment de consommation extrêmement forte, basé sur les hydrocarbures, et qui ont créé des problèmes et sociaux, et environnementaux, économiques, etc., et qui ont profondément marqué notre planète et notre temps. Est-ce que c'est toujours aussi pertinent de s'y référer, comme peuvent toujours le faire les mouvements de gauche ? Je crois pas qu'on s'y réfère. En vrai, je pense qu'on se réfère plutôt à la séquence Léon Blum, 5 semaines de congés payés, 35 heures, tous ces progrès sociaux, en réalité, qui doit être notre boussole. Et en fait, c'est juste que on a un peu l'impression que, comme on légifère hyper vite, parce qu'on a envie de faire des effets de communication, on a du mal à analyser un peu ce qui se passe et pourquoi on légifère. Et surtout, moi, c'est un peu ce sentiment que j'ai eu en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est oui, on va mettre ça en place parce que ça répond à un sujet d'actualité, mais sans penser à la planification de ce sujet, à quoi ça répond. Alors oui, on fait des missions d'information, des commissions d'enquête pour essayer d'analyser un peu les choses. Mais, par exemple, moi, je travaille sur la question du handicap. Là, je participe à une mission d'information sur la loi de 2005. Donc en février, ce sera les 20 ans. On attend 20 ans pour voir si la loi de 2005 sur le handicap, elle est bien appliquée ou pas. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est à géométrie variable. En fait, par rapport au sujet, soit c'est un sujet un peu qui va faire le buzz, l'actualité, et tout de suite, là, on prend des grandes mesures, on est très ferme, et voilà. Soit c'est des sujets qui touchent pas trop la population, ou en tout cas ne fait pas de caisse de résonance vis-à-vis des affrontements politiques qui peuvent avoir lieu dans notre pays aujourd'hui. Et donc, on attend un tout petit peu. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, en tout cas, depuis 6 mois à l'Assemblée nationale. Bon, là, on est dans un statu quo, mais c'est encore autre chose. La fin des 30 Glorieuses, vous l'avez connue un petit peu, enfin, tu l'as connue un petit peu, Emmanuel, c'était si bien que ça ? Bien sûr, oui. J'avais 14 ans en 73, quand est sorti The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, et quand l'essence s'est mise à coûter très cher. Ouais, et alors, c'était comment ?
cette période? Est-ce qu'elle a été si bien que ce qu'on peut entendre parfois? Mais non, moi je suis d'accord avec Anaïs, c'est pas une référence, voilà. Et j'irais plus loin, c'était une catastrophe. Moi je me souviens quand j'étais môme, si je peux raconter un souvenir d'enfance, mon grand-père qui habitait Saint-Chamond m'emmenait voir le Gier, parce que la rivière donc, qui passe dans le coin, parce que les industries textiles y déversaient leur colorant, et le Gier avait des couleurs magnifiques, qui étaient violet, jaune, vert fluo, et évidemment avec mes yeux de gamin, je trouvais ça assez fascinant, mais en même temps, déjà gamin, j'étais un peu inquiet, je me disais, mais est-ce bien normal de faire couler de l'eau violette ou jaune fluorescent ou orange, enfin même il y avait même de l'eau orange. Et la couleur de la nostalgie officielle depuis ce soir. Voilà. Mais c'était une période où on polluait à tout va, où on était dans une espèce d'illusion que la production et l'augmentation, enfin l'hyperconsommation qui a donné mai 68 finalement, allait tout régler, allait rendre tous les gens heureux. Bon, on voit bien que c'est pas ni la production ni la consommation qui fait le bonheur. Hein. Lison, est-ce que tu es fâchée? Moi, j'ai l'impression que je suis tout le temps fâchée, mais j'essaie de pas trop le montrer. Voilà. Contre qui? Et contre quoi? Contre... c'est terrible cette question. La société, je veux pas être cliché, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me reconnais pas. Il y a beaucoup de valeurs que je défends qui au final ne sont pas assez défendues par la majorité comme elles devraient l'être. Enfin, c'est compliqué. Après, on n'arrête pas depuis tout à l'heure de dire que peut-être que c'était mieux avant. Moi, on m'a toujours dit à chaque époque ses problèmes. Et sûrement qu'avant, il y avait d'autres soucis peut-être bien plus graves qu'aujourd'hui. Et il faut savoir vivre avec son temps. Et par contre, je pense qu'il est important de ne pas faire l'autruche et qu'on a tous une cause à défendre. Si on peut le faire, il faut vraiment se donner les moyens de le faire. Tout à l'heure, tu disais que pour combattre ce sentiment un peu de tristesse, de mélancolie, peut-être de colère du coup, qu'on découvre là aussi, tu utilisais la musique comme moyen thérapeutique. Alors j'ai une question pour vous trois. Est-ce que la musique est une thérapie à la nostalgie? Moi je pense, oui. Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, soit ça peut vous raccrocher à des événements heureux, des moments de votre vie sympas, un sentiment que vous voulez de nouveau effleurer, quoi. J'ai un peu ce sentiment-là. Après, des fois, on écoute de la musique juste parce que on n'a pas envie d'être... on a envie d'être dans notre bulle et pas trop dans cette société, et on a envie d'avoir un endroit à soi. Comme une forme d'évasion plus. D'évasion et de réconfort, je pense. Puis je crois que, bon, je vais parler de la chanson, mais c'est un peu vrai de tous les styles musicaux contemporains. Ils saisissent comme rien d'autre l'air du temps. Et c'est vrai que souvent une chanson nous projette dans une époque de manière extrêmement précise. Et en cela, c'est peut-être autant un moteur qu'un remède à la nostalgie. Est-ce que je peux faire un petit écho à ce que disait Lison tout à l'heure, toute époque a ses nostalgies. Il y a un grand psychiatre, enfin il y a eu un grand psychiatre qui était catalan, qui est venu travailler en France, c'est François Toscaïès. Donc il est venu en 1939 pour fuir le franquisme, parce qu'il était membre du POUM, il était tout à fait à bâbord, hein, pour reprendre l'image. et à bâbord, il est resté jusqu'à son dernier souffle. Mais un jour, vraiment à la fin de sa vie, il fait une conférence qui commence, à la grande surprise de tout le monde, il dit, avec son accent comme ça, ce qu'il y avait de bien sous Franco. Et alors, le public est tétanisé. Il se dit, oula, mais il a tourné la carte. Et il continue, il dit, c'est qu'on était plus jeunes. Je crois qu'on parle que de ça, quoi, en fait. Ouais. Est-ce que, Lison, toi, comment tu expliques qu'il y a certaines musiques qui traversent les époques, qui soient particulièrement presque intemporelles et qui peuvent traverser cette nostalgie? Je pense qu'aujourd'hui, ça va être plus difficile pour les nouveaux artistes de durer,
parce qu'il y a aussi beaucoup ce problème de... C'est accessible à tout le monde via les nouvelles technologies. Et en fait, avant, tout le monde n'avait pas la chance de pouvoir avoir du matériel, les connaissances suffisantes pour savoir composer, mixer, masteriser ses propres musiques, etc. Et puis, tu pouvais très vite devenir une superstar parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence sur le marché. Je pense... moi, à titre personnel, quand j'étais adolescente, j'ai l'impression que toutes les étapes de ma vie ont un soundtrack à elles. Mes 16 ans, c'est une chanson. Mes 20 ans, c'est une autre. Mes 13 ans, c'en est une autre. Parce que on n'avait pas 150 000 possibilités. Il y avait un truc qui passait à la télé. On regardait MTV à la télé. Il y avait la radio, il y avait tous ces trucs. Et aujourd'hui, on consomme. Mais il n'y a rien qui nous marque vraiment. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a des choses aujourd'hui, on les écoute parce que nos parents les écoutaient, parce que ça s'est transmis. Et aujourd'hui, ça va être plus difficile de faire durer quelque chose, je pense. Oui, parce qu'il y a aussi plus de choix et plus de diversité accessible, disons aussi. Anaïs, je voulais revenir avec toi. Donc, tu as été élue dans la première circonscription du Rhône cet été. Oui. C'est une circonscription qui est un petit peu particulière, qui a longtemps été plutôt centriste, voire à droite. Tout à fait. Un petit moment PS, mais pas très long. Comment est-ce qu'on fait campagne justement sur un territoire comme celui-ci, qui est peut-être un peu nostalgique d'une politique, disons, à l'ancienne? Comment est-ce que tu as mené campagne sur ce territoire? Je crois avoir mené campagne en étant moi-même et en défendant mes idées et mon programme. En fait, moi, je suis une militante. J'ai été une militante, bon, j'ai pas 30 ans, mais toute ma vie, je peux dire ça, de différentes manières. Et j'ai fait du syndicalisme étudiant, j'ai été dans les assos féministes, après je me suis engagée en politique. Mais en fait, j'ai fait campagne avec mon histoire et avec mon envie en fait, de transformer la société. Parce que faire de la politique, oui, c'est bien, vous avez un micro, vous êtes devant la scène et tout, mais en fait, c'est hyper sacrificiel, c'est hyper exposant aussi. Et en fait, vu que j'ai été une militante toute ma vie, j'ai une démarche différente en étant une élue. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis pas là pour rencontrer les habitants et les habitantes de la première circonscription et leur apprendre la vie. Non. En fait, moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je fais des permanences populaires où je me déplace sur toute la circonscription, où je pose un barnum et les gens viennent me voir et me parlent de leurs préoccupations. En fait, je pense qu'il y a un rapport inverse de la politique maintenant. La politique, elle ne peut plus se faire avec les grands discours en disant « oui, moi, je détiens la vérité absolue ». Non, si vous êtes un bon élu, vous êtes ancré dans votre réalité et vous nourrissez en fait de ce que les gens, ce dont les gens veulent, leurs aspirations, leurs doutes. Et c'est comme ça, en fait. Et en plus, c'était une campagne éclair. Donc, ça a été une campagne de 3 semaines où on a juste été sur le terrain et en fait, on a parlé avec les gens. Mais surtout, les gens, ils en ont ras-le-bol de Macron, en fait. Ouais. Ils en ont ras-le-bol depuis 7 ans d'avoir souffert de la Macronie, d'avoir une politique qui est toujours orientée vers les mêmes privilégiés, en fait. C'est qu'en fait, dans notre société, le fossé s'est tellement creusé entre les plus riches et les plus pauvres qu'en fait, il n'y a même plus de classe moyenne dans notre pays. Tout le monde s'est paupérisé, en fait. Et parce que c'est un président de la République qui a décidé de donner tous les moyens de l'État au plus grand patrimoine de notre pays. Et en fait, moi, juste, je ne me suis pas engagée pour ça. Je ne me suis pas engagée pour rester là à regarder le pays se détruire et avoir des inégalités qui s'accroissent. Et comment vos administrés ont reçu la candidature donc, d'une personne plus jeune, une femme, qui n'est pas forcément dans les canons habituels de cette circonscription-là politique? Comment est-ce que vous l'avez senti, ça, sur le terrain? Les gens étaient plutôt... en fait, souvent, on m'a dit « Oui, votre candidature est rafraîchissante ». Donc, je ne sais pas trop comment prendre ce truc en mode « Ouais, t'es une petite meuf. Ouais, t'es jeune, t'es issue de l'immigration. » Mais en fait, j'ai l'impression que les gens, ils se sont dit, en fait, cette jeune femme, elle nous ressemble. Okay. Je pense vraiment que c'était ça et que dans l'attitude que j'avais, ou juste en étant moi, ils ne se sont pas dit, il y a un fossé, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, celle-ci, quoi. Emmanuel Venet, de ton côté, toi, t'écris des romans.
comment est-ce que justement la nostalgie, ça influe, ça impacte ta manière d'écrire, ça impacte le caractère des personnages que tu mets en scène? Comment est-ce que tu l'utilises dans ta pratique justement d'écrivain? Alors c'est très différent d'un roman à l'autre, mais c'est vrai que enfin c'est pas vraiment un roman, c'est presque un récit, mais l'un des premiers livres que j'ai publié, que j'ai écrit, s'appelle Le Précis de médecine imaginaire, et c'est la nostalgie est vraiment un carburant extrêmement important de ce livre, puisque c'est les souvenirs mes souvenirs d'adultes, de médecins adultes, par rapport à la maladie telle qu'elle apparaissait dans la sphère domestique, c'est-à-dire avec les soins maternels, avec le Larousse médical où on cherchait des explications aux troubles des uns et des autres. Et ce conflit, ce contraste assez marrant entre des théories médicales complètement farfelues et puis des théories scientifiques que moi j'ai appris à la fac. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite et dernière pause musicale avant de passer aux questions du public, s'il y a des questions dans le public. Camille, qu'est-ce que tu as prévu comme musique pour cette pause? Oui, je te prends un petit peu de cours, mais parce qu'on modifie. Pas de souci. Ah oui, voilà, c'est bon, je me rappelle. Ce sera pas Lison cette fois-ci parce qu'on va l'écouter pendant 1 heure tout à l'heure. C'est No Name, rappeuse et poétesse issue de la jeune génération de Chicago en pleine ascension. Son titre s'appelle Yesterday. Il est sorti en 2016, issu de l'album Téléphone et parle clairement de nostalgie. On se retrouve tout de suite. Money don't really make me whole. The magazine covers drenched in gold. The dreams of Granny and mansion and happy. The little things I need to save my soul. And I know the money don't really make me whole. The magazine covers drenched in gold. The dreams of Granny and mansion and happy. The little things I need to save my soul. Who am I, Gypsy rap? Gypsy need her dollar back and all of that. My devil's only closer when I call him back. Lick her in the limelight, lick her in the limelight with fine wine and ecstasy. You could have the rest of me. Basket case, silhouette, cigarette, internet. Check my Twitter page for something holier than Black Death. Who am I, Gypsy Black? The vacancy of Hallelujah. Me hollow in my interviews. Me only wearing tennis shoes to clubs with dress codes. Cause fuck they clubs. Everything is everything. Me no name. Me niggas doing cocaine. Me missing Brother Mike like something heavy. Me heart just wasn't ready. I wish I was a kid again. When the sun is going down, when the dark is out to stay, I picture your smile like it was yesterday. When the sun is going down, when the dark is out to stay, I picture your smile like it was yesterday. When I remember memories don't last forever. When I deny my empty with an open letter, who gon' remember me? My satellite, my empathy. The wheels be chrome, spiffy. The Lord with me. My halo said goodbye and the floor hit me. Velvet lining in a pine box. My granny filled the time slot. Don't grow up too soon. Don't blow the candles out. Don't let them cops get you. My granny almost sparrow. I can see the wings. The choir sings and not a ding la da 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 da. Only he can save my soul. And I know the money don't really make me whole. The magazine covers drenched in gold. The dreams of Granny and mansion and happy. The little things I need to save my soul. When the sun is going down, when the dark is out to stay, I picture your smile like it was yesterday. When the sun is going down, when the dark is out to stay, I picture your smile like it was yesterday. When the sun is going down, Je vous demande de vous arrêter. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Je vous demande de vous arrêter.
On n'est pas fâchés. Et si on arrêtait de s'engueuler? Bah, pourquoi faire? Bah, pour se parler. Pour se parler. Parler. Et nous sommes toujours en direct de Radio Anthropocène au Kraspek Music Montée Saint-Sébastien à Lyon. Le public est là. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Vous êtes très sages depuis le début de cette discussion. Et du coup, on avait envie de vous faire peut-être intervenir, si vous le souhaitez, poser des questions autour de la nostalgie ou poser d'autres questions qui n'ont rien à voir. C'est accepté. On n'est pas si rigide. On verra. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une veut poser une question à nos invités? Donc, je rappelle qu'on a un psychiatre écrivain, une artiste qui va performer tout à l'heure et une députée LFI autour de la table. C'est l'occasion si vous voulez poser des questions. Ça s'appelle un très beau vent. Personne? Eh ben c'est pas grave, on va arriver à la fin de l'émission. D'abord, Florian a une dernière question à vous poser et puis on conclura bientôt. Merci beaucoup au public pour cette magnifique participation. On va continuer. Donc, on avait une dernière question. On parle beaucoup de passé et de nostalgie depuis tout à l'heure. Et on aimerait bien regarder un petit peu de l'autre côté du spectre et vous poser la question à tous les trois. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir à court terme, à moyen terme, à un peu plus long terme? Est-ce que vous avez des visions de ce qui va se passer? C'est dur. C'est dur. C'est très difficile. Ouais. Positif, négatif. Bah, je pense qu'on a des sentiments mêlés, quoi. Surtout après une discussion d'une heure sur la nostalgie, c'est difficile de se mettre un peu en perspective. Ah, ça va vous nous faire rêver, hein, pour le coup, vous êtes député. Non, mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est un avenir meilleur que je nous souhaite à toutes et tous. C'est la raison de notre action collective et de mon action politique, entre guillemets, mais moi, je plaide pour qu'on soit plus dans la compréhension des uns et des autres dans l'avenir, pour qu'on coexiste mieux, qu'on se respecte mieux aussi, et que chacun puisse exister en tant qu'individu dans une société plurielle. Et donc, ça passe par s'engager à tous les niveaux, s'engager aussi de différentes manières, de faire de la musique, s'engager dans des associations et tout. Mais moi, juste, je veux vous dire qu'il faut garder espoir. Il faut avoir en tête que toutes les étapes sont pas forcément faciles, mais à la fin, vous allez voir, on va réussir. Lisons. On m'a ôté les mots de la bouche, j'allais vraiment dire la même chose. Je souligne surtout le fait de s'engager dans quelque chose parce que la vie est trop courte, donc autant faire les choses de la meilleure manière possible et c'est pour le positif de tout le monde. Et puis apprendre à exister ensemble aussi et s'écouter, c'est important. Emmanuel. Pour finir sur un message d'espoir, bien qu'il y ait beaucoup de questions quand même sur l'avenir, on a tous effectivement envie que ce soit mieux après qu'avant, mais on a tous aussi de gros doutes. Je dirais que l'élément qui rend optimiste, c'est que la nature, quand on lui fout la paix, elle se régénère plutôt bien et plutôt vite. Alors l'espoir, c'est que effectivement les décisions politiques aillent pas dans le mur, comme je disais, mais nous permettent collectivement de retrouver ou de maintenir une planète habitable, parce que c'est vraiment la grande question qui se pose à nous. Et pour revenir et pour vraiment clôturer cette discussion, vu qu'on a parlé du collectif, on va revenir comme au début finalement. Elle a été bien pensée cette trame finalement. À l'individuel, dernière question à tous les trois, qu'on poserait à tous les trois. Si vous pouviez donner un conseil à votre toi du passé, lequel serait-il? Consomme moins. De quoi? Oui, effectivement, c'est une bonne question. De tout ce qui pollue. Moins de plastique, moins de... Tu vois ? Je vois. Moi, je dirais apprécie ce que tu as déjà au lieu de désirer ce que tu n'as pas encore. Moi, je dirais... Donc, le truc, c'est un peu à l'ancien. Hein, au toi d'avant, quoi. Ouais. Je sais pas, je lui dirais garde espoir et persévère.
Merci beaucoup à tous les trois. C'est sur cette note qu'on va se quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la première de On n'est pas fâchés. Ça y est, ça se termine. On espère que cette nouvelle émission vous a plu. Vous pourrez la retrouver très prochainement sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, les réseaux sociaux de Radio Anthropocène. Anaïs Belloissa Chérifi, Lison, Emmanuel Venet, un grand merci vraiment à tous les trois. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir sur le plateau. J'espère que vous reviendrez sur Radio Anthropocène. Merci également au Craspec Music pour son accueil, et puis merci à Elian Delacote pour sa collaboration. Camille également, un grand merci, bravo. Merci à toi Florian. D'ailleurs, restez ici, la soirée continue au Craspec Music avec la performance live de Lison d'ici quelques minutes. On va vous demander malheureusement de sortir et de re-rentrer d'ici une petite vingtaine de minutes pour faire un petit changement de billetterie. Alors ne bougez pas trop loin. Et bonne soirée à toutes et à tous, à bientôt sur Radio Anthropocène. Je vous demande de vous arrêter. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Je vous demande de vous arrêter. On n'est pas fâchés. Et si on arrêtait de s'engueuler? Bah, pourquoi faire? Pour se parler. Pour se parler. Parler.